Quand on parle de développement et qu'on le regarde sous l'angle urbain, on imagine souvent des images de grandeur, des routes modernes, des gratte-ciel qui touchent le ciel, des immeubles de verre qui reflètent le soleil. Et quand on pense aux pays dits développés, certains symboles nous viennent tout de suite en tête. La Statue de la Liberté à New York, la Tour Eiffel à Paris, l'Atomium à Bruxelles, le Monument de la Renaissance africaine à Dakar ou encore les Amazones du Bénin. Ces monuments ne sont pas là par hasard. Ce sont des signatures visuelles, des marques identitaires. Ils racontent l'histoire d'un peuple, sa fierté, son ambition. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le city branding. L'art de donner une image forte à une ville, à un pays, pour séduire, se démarquer et exister aux yeux du monde. Mais au fond, construire un monument ou même une ville, c'est bien plus que poser des briques ou ériger des murs. C'est raconter une vision, affirmer une présence, montrer au monde ce qu'on veut devenir. Et ça, les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, l'ont bien compris. Face à des villes souvent perçues comme désordonnées, héritées d'un passé colonial encore visible, les États veulent changer le récit. Ils lancent des projets ambitieux, des quartiers modernes, symboles d'une souveraineté retrouvée et d'une modernité assumée. C'est ainsi qu'ont vu le jour où sont en train d'émerger des projets comme Diamniadio au Sénégal, Apollonia City au Ghana, Eco Atlantic au Nigeria, Seme City au Bénin, Drum City en Guinée, Cherbourg Island City en Sierra Leone ou encore Taf City en Gambie. Autant d'initiatives qui traduisent la volonté d'une Afrique désireuse de soigner son image et de construire sa propre modernité. C'est ambitieux, c'est beau sur le papier, mais pour bien comprendre cette dynamique, il faut se souvenir d'où viennent nos villes. Pendant la colonisation, la ville était un outil de domination. On voulait civiliser aussi par la ville. Alors la ville coloniale séparée, hiérarchisée et opposée. C'est comme ça que sont nées des villes comme Dakar, Conakry ou Abidjan, avec d'un côté des quartiers bien équipés pour les agents coloniaux et de l'autre, des zones marginalisées pour les populations dites indigènes. Et même après les indépendances, le schéma n'a pas réellement changé. Les nouvelles élites ont simplement remplacé les anciens occupants coloniaux dans les beaux quartiers, tandis que la majorité continue à s'entasser dans des zones précaires, devenues peu à peu les bidonvilles d'aujourd'hui. Résultat, un paysage urbain fracturé, d'un côté les quartiers modernes, de l'autre la survie quotidienne. À mesure que la population urbaine explose, les villes s'étendent sans contrôle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'étalement urbain ou alors urban sprawl, avec son lot de problèmes liés à l'insécurité, le manque d'eau, l'insalubrité, l'absence d'énergie ou alors les logements insuffisants. Et c'est justement cette image qu'on véhicule trop souvent quand on parle des villes africaines. Alors pour redorer leur image, certains États ont pris une autre voie, celle de créer des villes nouvelles. Des capitales comme Abuja au Nigeria, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ou Nouakchott en Mauritanie en sont les premiers exemples. Et depuis les années 2000, le phénomène s'est accéléré. Aujourd'hui, chaque pays veut sa Smart City, sa ville durable, sa ville moderne, bref, sa ville vitrine. Et la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que ces villes nouvelles sont pensées pour améliorer la vie des populations ou juste pour soigner l'image du pays? Est-ce qu'elles réduisent les inégalités urbaines ou est-ce qu'elles rendent encore plus difficile l'accès au logement pour le plus grand nombre? Et surtout, qui les finance, qui les construit et qui, au final, a les moyens d'y habiter? C'est à ces questions que j'ai envie d'apporter des pistes de réflexion. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Thierno Ibrahima Diallo, je suis architecte. Ma philosophie, c'est de bâtir par les mots à travers la sensibilisation et par la matière pour transformer nos espaces de vie. Sur cette chaîne, je parle d'architecture, de villes et des grands enjeux urbains, dans un langage simple, accessible, mais toujours critique. Je vous accompagne aussi en tant qu'architecte pour concevoir vos projets, vos maisons, vos espaces de rêve dans une approche collaborative et créative. Si cette démarche vous parle, abonnez-vous et rejoignez-nous. Et n'hésitez pas à me contacter via l'adresse disponible dans ma bio. Pour contrer cette image dévalorisante souvent mise en avant, c'est d'une Afrique réduite à des quartiers précaires, à des victimes d'inondations, à des villes informelles, les pays africains cherchent à proposer une autre vision. Parmi les solutions envisagées, celle des villes nouvelles occupe une place centrale. Souvent créées ex nihilo, ces villes ont pour ambition d'incarner une Afrique moderne, dynamique et prospère. La renvoie à une image propre, belle, parfaite,
celle des cités futuristes aux avenues bien tracées, aux tours de verre et d'acier, aux paysages photoréalistes, dignes des films de science-fiction. Il fallait ériger de nouveaux quartiers flambant neufs inspirés des modèles comme Singapour ou Dubaï et les promouvoir à travers une vaste stratégie de communication. Et il faut le dire, ces images sont séduisantes. Elles apaisent, elles offrent une contre-image, une applique du beau, du brillant, du rayonnant. Mais ne nous arrêtons pas à cette façade. Derrière ces rendus spectaculaires, ces maquettes lumineuses et ces slogans prometteurs, il faut poser des questions essentielles. Qui finance ces projets? Qui les construit? Et surtout, qui les habite? Avant d'y répondre, permettez-moi de partager quelques observations personnelles. J'ai le sentiment que dans les pays où prolifèrent les villes nouvelles, les populations sont souvent prises dans un piège développementiste. Elles se satisfont de voir pousser des tours, s'élargir des routes, s'ouvrir des centres commerciaux flambant neufs, en périphérie ou au cœur des grandes villes. Des tours qu'elles n'habiteront probablement jamais. C'est humain. Je me souviens lorsque nous étions enfants, à l'occasion des fêtes, nous étions fascinés par celui d'entre nous qui portait le plus beau vêtement. Même si nous savions que ce costume ne reflétait pas forcément le fond de sa valise, ce jour-là, il brillait et cela suffisait. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec nos États et leurs villes nouvelles. Les tours, les ponts, les gares, les monuments deviennent comme ces habits de fête. Ils renvoient une belle image, mais ne disent pas tout de la réalité. Ces symboles architecturaux peuvent certes exprimer la vision d'un État, ses ambitions politiques, économiques, technologiques et même culturelles, mais ils ne suffisent pas à définir la situation réelle d'un pays. Et c'est là qu'il faut faire attention, car l'architecture, tout comme l'urbanisme, peut devenir un outil de propagande politique et d'asservissement des peuples. D'ailleurs, dans des pays où la population ne comprend pas toujours le contrat social, c'est-à-dire le rôle que doit jouer l'État dans la gestion des biens communs, la construction d'une route, d'un pont ou d'un monument peut servir à légitimer un pouvoir illégitime. Ainsi, les villes nouvelles peuvent parfois tromper la vigilance des citoyens en donnant l'illusion d'un développement qui, dans les faits, ne résout que très peu, voire pas les problèmes réels des populations urbaines. Des villes dites modernes, intelligentes, futuristes, labellisées de tous les superlatifs possibles en anglais ou en français, servent souvent à maquiller des stratégies politiques et économiques déconnectées des besoins réels des habitants. Attention, je ne dis pas que tous ces projets sont mauvais, ni qu'ils n'ont aucune utilité. Mon propos n'est pas de juger, mais d'observer. Et pour cela, je vous invite à faire un petit exercice. À la fin de cette réflexion, dites-moi si selon vous, ce modèle de développement en vogue depuis près de 3 décennies suffit à transformer réellement le quotidien des populations africaines. Pour savoir si un pays se développe sur le plan urbain, ne regardez pas seulement la route, mais celui qui l'a construit, celui qui saura l'entretenir et celui qui peut rouler dessus. Ne regardez pas seulement l'énergie, mais celui qui peut en consommer et payer ses factures. Ne regardez pas seulement les tours du meuble, mais ceux qui ont les moyens d'y habiter. Ne regardez pas seulement les grandes surfaces, mais ceux qui produisent les produits qu'on y vend, ceux qui décident de leur contenu et ceux qui peuvent réellement les acheter. Si ces infrastructures profitent au plus grand nombre, alors oui, on peut parler de développement. Mais si les routes ne sont pas accompagnées de réseaux de mobilité efficaces, bus, trams, pistes cyclables, pour assurer une mobilité fluide pour tous, alors ils ne sont qu'une vitrine. Et si ces immeubles n'offrent pas à la majorité la possibilité de quitter l'habitat précaire pour un logement salubre, doté d'eau, d'énergie et d'assainissement de base, alors nous sommes encore loin du développement. Si les grandes surfaces marginalisent la production locale au profit de l'importation, alors nous nous éloignons de l'autonomie économique. Et c'est la même chose pour les villes nouvelles. Si leur ambition repose avant tout sur le profit au détriment du bien-être collectif, et nous deviendrons que des décors que l'on ira visiter 1 ou 2 fois par an lors des fêtes ou que l'on appréciera dans les clips parce qu'ils n'ont pas été pensés pour nous. Mais à présent, pour mieux comprendre le phénomène des villes nouvelles en Afrique et dans le monde, faisons un peu d'histoire. En Afrique de l'Ouest, dès les premières années des indépendances, plusieurs capitales ont été conçues comme des projets symboliques, souvent plus politiques que sociaux. Yamoussoukro en Côte d'Ivoire illustre parfaitement cette perspective. Choisie comme ville natale de Félix Houphouët-Boigny, elle est transformée dans les années 60 en capitale politique destinée à affirmer l'autonomie du pays. Abidjan, héritage de la colonisation française, était perçu comme trop marqué par l'ancien ordre. Le projet de Yamoussoukro incluait des larges avenues, un palais présidentiel monumental et la célèbre basilique Notre-Dame de la Paix, dont la superficie dépasse celle de Saint-Pierre de Rome. Pourtant, malgré ces infrastructures spectaculaires, la ville reste faiblement peuplée. En 2020, elle comptait environ 355 000 habitants, bien loin des ambitions initiales. Au Nigeria, le déplacement de la capitale Lagos
Abuja, inauguré en 1991, répondait à des enjeux géopolitiques et ethniques. Située au centre du pays, la ville nouvelle devait offrir un emplacement neutre pour les institutions fédérales. Mais cette création a entraîné le déplacement de plus de 300 000 foyers dès 1976, souvent sans compensation ni solution de relogement. Des villages entiers ont été rasés pour laisser place aux avenues de bâtiments administratifs, tandis que les habitants se voyaient promettre un avenir meilleur ne s'est jamais concrétisé pour la majorité. Dans d'autres contextes comme en Mauritanie, Nouakchott a été fondée en 1958 sur un territoire quasiment désert. La capitale ex-Nilo devait symboliser la modernité et l'unité nationale. Et le manque de planification a rapidement favorisé l'apparition des bidonvilles périphériques où vivent encore aujourd'hui des milliers de familles dans des conditions précaires. Mais d'où viennent ces histoires de villes nouvelles? Les villes nouvelles s'inscrivent dans une tradition importée d'Europe et des États-Unis. Les cités-jardins apparues à la fin du 19e siècle visaient à échapper à l'insalubrité et à la surpopulation des métropoles industrielles. En Afrique, le modèle a été adapté, mais avec une différence majeure. L'accent est souvent mis sur la visibilité et le profit plutôt que sur l'amélioration réelle de la vie quotidienne des populations. Ainsi, tours étincelantes, stades gigantesques et centres commerciaux dominent le paysage des villes nouvelles, tandis que la majorité des populations restent confinées dans des quartiers informels sans accès fiable à l'eau, à l'électricité ou au transport. Aujourd'hui, les projets de villes nouvelles prennent plusieurs formes. Certaines sont créées sur des terrains vierges par l'État ou via des partenariats publics-privés. D'autres, appelées villes satellites, sont développées par des promoteurs privés et combinent logement, zones économiques et commerce. Par exemple, Alaro City au Nigeria s'étend sur 2000 hectares dans le Lekki Free Zone, avec bureaux, écoles, logements, hôtels, espaces verts. Malgré l'ampleur du projet, la majorité des habitants de Lagos continuent de vivre dans des quartiers informels et surpeuplés. Au Sénégal, Diamniadio Lake City, développé par le groupe Emirati Summer Investment Group, visait à décongestionner Dakar en créant une ville multifonctionnelle sur 1600 hectares. 15 ans après son lancement, seulement 1500 résidents y vivent, alors que le plan initial prévoyait 350 000 habitants pour 2035. Les stades et hôtels sont flambant neufs, mais les habitants ne viennent pas. Ce décalage s'explique par le fossé entre promesses et modernité, réalité sociale. Maintenant, qui finance ces projets? Le financement des villes nouvelles repose sur des capitaux privés, des investissements étrangers et des fonds multilatéraux. En Guinée, par exemple, le projet de Dream City porté par la Société de gestion et de construction guinéenne prévoit 18 500 logements pour 1025 milliards de dollars, dont 479 millions sont financés par Power China. À Lagos, Eco-Atlantic City, surnommé le Dubaï de l'Afrique, est développé par la filiale Saab Energics Nigeria du Charguri Group, avec la China Communication Construction Company pour les travaux clés. Comme beaucoup d'autres, ce projet vise surtout les élites, la diaspora, une classe moyenne émergente avec peu d'intégration des populations locales les plus précarisées. Cette réalité explique le fossé criant entre l'image vendue et l'image réelle vécue. À Eco-Atlantic City, la population locale souvent déplacée reste invisible. Les infrastructures parfaites sur les photos sont inaccessibles à ceux qui en auraient le plus besoin. De même, Konza Technopolis, à 70 km de Nairobi, illustre ce problème de déconnexion. Malgré ses ambitions de hub technologique panafricain, elle peine à attirer habitants et entreprises, faute de transports et de services de base. Cependant, il faut le dire, toutes ces villes nouvelles ne sont pas des échecs. Leur réussite dépend de leur ancrage local et de l'implication des populations dans la planification. À l'image de Ben Guerir au Maroc, certaines démarches montrent une voie plus inclusive. Mais selon moi, l'Afrique n'a pas besoin de villes décorées, des concepts technocratiques, smart, safe, intelligentes pour embarquer les masses. L'Afrique a besoin de villes inclusives, capables de réduire les inégalités et d'offrir un accès réel à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement et au logement pour tous. Le vrai développement ne se mesure pas à l'éclat des matériaux ou à la forme des bâtiments, mais à leur capacité à améliorer les conditions de vie de tous. Le plus grand défi se situe dans l'inclusion des plus grands nombres, ce qui suppose de repenser les modes de financement, les modèles de construction jusqu'à la production des matériaux et de leur mise en œuvre. Cela exige d'une part de remettre en question des politiques urbaines fragmentées héritées de la période coloniale qui privilégient les interventions ponctuelles plutôt que la planification à long terme. Une inondation, on creuse un caniveau. Un quartier insalubre, on déplace les habitants. Les mêmes personnes se retrouvent ailleurs, recréer les mêmes conditions précaires.
Mais d'autre part, il faut aussi corriger un nouveau langage dangereux. Celui qui, même animé des meilleures intentions, glorifie le potentiel économique du continent tout en oubliant le bien-être humain que l'on doit mettre en avant. Au lieu de vendre des rendus d'immeubles étincelants, on doit célébrer des projets d'impact, accessibles et construits avec des moyens limités. De tels discours mercantilistes ancrés expliquent certaines politiques étatiques visant à chasser des populations pour soi-disant moderniser la ville plutôt que de les aider à mieux y vivre. Certains États censés protéger à la fois les investisseurs et les propres populations détournent trop souvent le regard, devenant complices du profit individuel que collectif. Des déguerpissements sans politique de recasement qui aggravent la précarisation des familles déjà très pauvres qui tentent simplement de s'intégrer dans des villes où sont concentrées les structures de santé, d'éducation et d'emploi. Pour repenser la ville africaine, je pense qu'il faut d'abord changer de discours, puis arrêter les politiques de déguerpissement systémique et privilégier la restructuration des quartiers informels, en définissant des politiques réalistes et claires. Cela passera par l'implication des populations dans la conception, le financement et la construction de leur propre ville. Ensuite, conjuguer la restructuration et les villes nouvelles en mettant l'accent sur le bien-être collectif plutôt que sur le seul profit ou l'image spectaculaire avec des objectifs précis et mesurables, afin de créer des villes cohérentes et harmonisées. Aujourd'hui, les villes nouvelles, aussi spectaculaires soient-elles, ne suffisent pas à changer la vie des Africains. Car derrière le verre, le béton, se cachent souvent des fractures plus profondes, celles du financement et la gouvernance et de la justice sociale. Ces projets traduisent nos ambitions, oui, mais ils révèlent aussi les limites d'un modèle qui mise davantage sur l'apparence que sur la présence humaine, sur la forme que sur le fond, sur l'image que sur le vécu. L'Afrique n'a pas besoin qu'on l'habille de tours étincelantes, elle a besoin de villes vivantes où chaque enfant peut aller à l'école, où chaque famille a accès à l'eau, à la lumière, à un logement digne. Des villes qui respirent le quotidien, pas seulement le prestige. Des villes qui ne se mesurent pas au nombre de gratte-ciel et à la dignité préservée de ceux qui les habitent. Alors posons-nous ces questions. Voulons-nous bâtir des décors ou bâtir des vies? Parce qu'au fond, une ville, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est surtout ce qu'on y vit. Si vous pensez qu'au moins que l'Afrique mérite des villes humaines avant d'être intelligente, alors partagez cette vidéo. Commentez en dessous, l'Afrique n'est pas un panneau publicitaire. Voilà, c'était la fin de la réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré autant qu'elle m'a passionné. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout de vos villes. C'était Kierno Toka pour Coursidon.c pour vous servir. À très vite.